Donc nous allons reprendre sur l'environnement technologique dans les pratiques du titulaire du diplôme. Donc en cela, nous allons vous présenter une carte heuristique qui va vous permettre de repérer, en fonction des blocs de compétences, puisque notre entrée a été celle des blocs de compétences, qui va vous permettre de repérer les solutions applicatives que vous pourriez utiliser. Je dis bien, alors vous entendez bien le conditionnel, puisque on va retrouver certes quelques marques, néanmoins ce n'est pas l'objet. On est véritablement rentré, et la présentation que nous vous faisons, elle est volontairement faite par bloc de compétences et par fonctionnalité. Donc sur le bloc de compétences 1, gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME, nous avons repéré... Alors ce document figure, pour celles et ceux qui l'ont lu, soit hier soir très tard, soit ce matin très tôt, en l'occurrence figure dans le guide de formation. Donc vous le retrouverez dans le guide de formation, il vous sera communiqué par ailleurs. Donc en l'occurrence, sur le bloc de compétences 1, nous avons repéré des solutions applicatives qui pouvaient être mobilisées, telles que le PGI, et vous aurez l'occasion de le revoir sur les 4 blocs de compétences, avec... alors, c'est peut-être même un des seuls que nous avons, on a listé les marques qui pouvaient utiliser, puisque ce sont des produits qui sont RIPés. Reconnus d'intérêt pédagogique. Donc on a ces gîtes d'Ivalto, BP et Odoo, en fonction de vos établissements et des pratiques d'établissement, qu'elles soient en BTS assistant de gestion, mais pas uniquement, elles peuvent être pratiques dans vos établissements. Et là, je sors du contexte du BTS assistant de gestion, ou plutôt du BTS gestion de la PME futur. Le tableur, une utilisation du texteur, PAO, les médias sociaux, qui trouveront judicieusement une place dans ce bloc 1. Les outils de veille et de curation. Alors on en a ciblé un certain nombre. On a mis 3 petits points et vous avez bien compris que la liste, certes, n'est pas exhaustive et qu'en plus elle est datée. Donc ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera, je l'avais abordé tout à l'heure, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Donc à charge effectivement pour vous. Et d'assurer une veille régulière sur les produits que vous pourriez utiliser. Et puis bien sûr, la dimension de l'extranet. Je poursuis un peu le propos d'Hervé. Il y a également les outils de veille et curation, donc qui sont nouveaux dans le référentiel. On n'avait pas ça dans le précédent référentiel. Enfin, on faisait un peu de veille, notamment en GRCF, pour ce qui concerne les appels d'offres, pour ceux qui avaient la matière en charge. Là maintenant, donc, on le retrouve bien sûr dans le pôle, dans le bloc 1, mais dans l'ensemble du référentiel. Et on va nettement plus loin en parlant notamment d'outils de curation. Donc on a cité, là, on a indiqué quelques exemples d'outils de curation, mais c'est loin d'être exhaustif, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc on a essayé de mettre ceux qui étaient peut-être les plus connus. Et puis bien entendu l'extranet, donc avec les clients, les fournisseurs. Sur le bloc de compétences numéro 2, participer à la gestion des risques de la PME. Je ne reviens pas sur ce qui pourrait apparaître comme un tronc commun, c'est-à-dire l'existence du PGI, du tableur, du texteur, des médias sociaux, notamment dans le cadre du recrutement, notamment, de l'intranet. En revanche, plutôt valoriser la dimension gestion des risques informatiques et des risques liés aux données, avec des solutions logicielles antivirus, pare-feu, VPN, logiciel de sauvegarde, voilà, tous ces éléments qui figurent de toute manière dans le guide de formation et sur lequel que vous pourriez effectivement mobiliser dans le cadre de vos enseignements. Les plateformes collaboratives, agenda partagé, carte heuristique, voilà, outils de suivi et de planification du projet. On arrive sur le bloc numéro 2. Voilà, non, pardon, le recrutement, il est là, pardon. C'est le 4, autant pour moi. Non, mais laisse le 4. Eh bien, faisons le 4. Donc, dans le 4, donc quatrième bloc, vous avez tout ce qui est outils de CMS, donc SGC. SGC, ça veut dire système de gestion de contenu, CMS en anglais. Donc, tels que WordPress, Joomla, donc là aussi, c'est les plus connus. Il s'agit là, pas d'être un informaticien, mais simplement de savoir comment gérer le contenu de ces systèmes de gestion de contenu. C'est pas mettre en place véritablement forcément le système de gestion. On présuppose qu'il existe, qu'il y a déjà peut-être un site web qui est installé. Mais je vois ça par exemple dans mon lycée. Actuellement, le proviseur a demandé
à ce qui est un jeune en informatique et en BTS SEO à refaire le site web du lycée. Lui s'occupe de toute la partie technique, mais après, il va y avoir d'autres personnes qui vont gérer le contenu du SGC, du système de gestion de contenu, donc tel que WordPress, c'est le plus connu. Donc c'est ce qu'on demande à un assistant de gestion, c'est savoir le mettre à jour. Ensuite, donc le PGI, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus, puisqu'on retrouve dans tout le référentiel. Tableur, texteur, même chose. Les médias sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les retrouve dans tous les blocs. Et puis, éventuellement, donc, des applications mobiles de collaboration qu'on trouve donc sur les smartphones, qui permettent de, par exemple, travailler en équipe pour des personnes qui sont sur un chantier, par exemple, entre un chef d'équipe et puis les personnes qui l'accompagnent, de gérer le travail sur le chantier. À rebours, nous allons effectivement retrouver le bloc 3, gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME, où on retrouve effectivement un certain nombre d'éléments, PGI notamment sur sa partie RH, tableur, texteur, médias sociaux. Et là, c'est là en cela que je vous parlais de recrutement. Les réseaux, effectivement, vous connaissez un certain nombre de réseaux qui permettent pour les entreprises de travailler notamment sur le recrutement. Voilà. Donc, une carte heuristique qui sera mise qui est à votre disposition dès à présent dans le cadre du guide de formation et que nous vous communiquerons par ailleurs dans les documents qui vous seront communiqués avec les diaporamas. Donc on va commencer par l'environnement technologique, mais donc bloc par bloc, on va balayer assez rapidement ce qu'on y trouve. Donc d'abord en commençant par les fonctionnalités du PGI du tableur qu'on retrouvait déjà dans le bloc 1, enfin dans la gestion des relations clients-fournisseurs, donc dans l'actuel BTS. Donc là quelques exemples. Donc on voit que dans le bloc de compétences 1, on a l'enregistrement et le contrôle des opérations. Il y a plein d'autres exemples. On en a mis qu'un à chaque fois, on ne peut pas tout citer, il y en a beaucoup trop. Mais évidemment le bloc 1, c'est là où on utilisera certainement le plus le PGI. Dans le bloc 2 également, donc, là, exemple, pour extraire des données du PGI, on peut avoir un état dans le PGI et puis ensuite l'exporter sous Excel ou dans un autre format. Donc les données issues du PGI, par exemple des données commerciales sur des chiffres d'affaires, sur les chiffres d'affaires, commissions par vendeur, etc. Et s'en resservir après dans le bloc de compétences. Dans le bloc de compétences 3, donc tout ce qui est RH, évidemment. Bon, là, on utilise forcément le PGI dans le cadre de la RH. Ils sont même très développés sur ce point. Dans le bloc de compétences 4, donc extraire des données du PGI, là aussi, pour analyser la structure des coûts, par exemple, d'une entreprise, par exemple, je sais pas, pour faire des coûts complets, ou on pourrait très bien donc, extraire une partie des données du PGI pour après s'en servir dans le cadre de nos cours. Sur les outils de veille et de curation, de la même façon, on se rend bien compte que les outils participent à l'ensemble des blocs et en soi, ils s'inscrivent dans une démarche transversale. Donc sur les outils de veille dans le bloc de compétences 1, notamment, ils pourraient être mobilisés pour rechercher des appels d'offres. Dans le bloc de compétences numéro 2, conduire une veille. Sur le bloc de compétences 3, mettre en place une procédure de veille, notamment sur la réglementation sociale, et sur le 4, notamment mettre en place des outils de communication digitale. Voilà, ce ne sont ici que des exemples qui participent à l'enrichissement de votre réflexion. Et bien sûr, ces exemples ne sont pas exhaustifs et vous-même en avez peut-être bien d'autres. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à les mobiliser. Notre volonté, c'était surtout d'indiquer qu'à un outil peut correspondre effectivement plusieurs blocs, et que c'est bien la fonctionnalité qui nous intéresse et pas l'outil en lui-même. Et que ce que l'on porte auprès des élèves, c'est une utilisation pertinente d'un outil au service d'une fonctionnalité. L'outil de communication digitale. Bon, comme nous l'avions dit dans la présentation sur la carte heuristique, l'outil, nous avions repéré dans cette mobilisation de l'outil de communication digitale, plutôt bloc de compétences 3, notamment sur le recrutement, réseaux sociaux, Viadeo, LinkedIn. Dans le 4, référencement, blog, site web, newsletter. Bon, voilà, l'idée n'est pas d'être plus long sur cette partie-là. On a eu deux entrées, une entrée
qui était par bloc, une autre entrée qui était plutôt par outil, mais vous voyez bien la dimension transverse des outils numériques au service effectivement de l'activité du titulaire du diplôme. Alors là, on va parler par contre des compétences, on va dire presque purement numériques. Là, jusqu'à présent, on a parlé des compétences transversales, donc de l'environnement numérique, technologique, mais dans l'ensemble des blocs. Là, maintenant, il y a deux parties dans le référentiel qui concernent plus spécifiquement donc, la construction de compétences numériques. Donc la première partie, donc dans l'activité 2.5, donc dans le bloc 2, participer à la gestion des risques non financiers, on a une tâche, la tâche donc 2.5.4, gestion des risques informatiques et des risques liés aux données, où là il y a effectivement beaucoup de compétences, beaucoup de compétences à acquérir. Donc on retrouve bien sûr ce qu'a expliqué nos collègues ce matin, donc un contexte avec des données de situation, mais là plus spécifiquement liées à l'environnement technologique de la PME, davantage en tout cas que dans d'autres situations professionnelles. Donc pour toujours ce bloc 2, cette partie, on retrouve donc ce qu'on vous a dit ce matin, donc à gauche donc les domaines et savoirs associés, avec des critères de performance donc à atteindre pour l'étudiant, et puis donc évidemment un périmètre de responsabilité, sachant que là évidemment on répète ce qu'on a déjà dit plusieurs fois tout à l'heure, il ne s'agit pas d'en faire un informaticien, mais simplement un interlocuteur capable de comprendre un intervenant informatique d'une société, d'un prestataire externe, et quand même de mettre en place une politique de sécurité minimale dans l'entreprise. Par exemple, j'ai expliqué ce matin, donc, mettre en place donc, des mises à jour de logiciels, c'est un exemple. Savoir à peu près paramétrer un pare-feu pour éviter donc, des intrusions malvenues, évidemment, dans le système de la société, dans le système informatique de la société. Mais ça reste évidemment d'un premier niveau d'intervention. Après, au-delà, c'est des prestataires spécialisés qui s'en occupent. Sur la contribution à la qualité du système d'information, là, on est toujours dans cette dimension du titulaire du diplôme qui est en mesure d'avoir un regard d'analyse sur le système d'info de la PME qu'elle il exerce et de fait et qui possède les outils de projet pour pouvoir effectivement apporter des préconisations en lien avec des partenaires, des préconisations sur le système d'info de la PME. Alors avec toutes les limites, on l'a bien souligné, mais effectivement avoir cette possibilité à un moment donné d'être vigilant dans ses pratiques, mais aussi pouvoir accompagner au sein de l'entreprise les personnes dans la mise en œuvre de systèmes, d'une sécurité. C'est en cela que le 2.5 et le 4.1 peuvent se compléter. Donc des contextes, de la même façon. Donc ce qui est important, indépendamment de la lecture que vous avez déjà faite, c'est aussi la hiérarchisation. Donc une compétence numéro 1 qui vient ensuite être éclairée par les tâches et puis ensuite qui prennent concrètement forme par un contexte avec des données de situation. Voilà, donc ça, qu'on n'y revient pas, c'était des éléments qui vous ont été présentés ce matin. Et puis bien sûr, 5 avec des critères de performance. Et puis donc voilà, qui mobilisent des savoirs associés que l'on a dit numérique certes, mais aussi de communication. On voit effectivement sur le savoir 5.2, communication écrite opérationnelle, et puis bien sûr avec un périmètre de responsabilité et des limites clairement affichées. Voilà donc l'organisation telle qu'organisée spécifiquement sur les deux activités que sont l'activité 2.1 et l'activité 4.5. Alors, la question qui se posait ensuite, c'était comment évaluer les compétences numériques, puisqu'on était sur une évaluation, on parlait de compétences transversales, donc comment les évaluer nécessairement par des contextes professionnels qui mobilisent systématiquement. On a vu, au travers des slides qui étaient juste au-dessus, que véritablement, chaque contexte professionnel peut mobiliser un outil,
produit des outils, effectivement, numériques, un contexte, effectivement, numérique. Et donc, de fait, PGI, tableur, outils de veille, curation. L'idée, véritablement, de permettre aux titulaires du diplôme de s'immerger dans des contextes professionnels qui font sens pour lui et qui vont lui permettre de se responsabiliser et d'aller chercher l'outil le plus pertinent pour répondre à la problématique posée. Donc on en était sur un propos et sur une phrase qui nous semblait assez représentatif de Ravenstein et Konin, qui était de choisir de former à l'aide de situations professionnelles, c'est permettre à l'apprenant d'être acteur. Ça, c'était de premier temps, mais surtout, quand on parlait de situation professionnelle, c'était de lui permettre de manipuler, de transformer, de réfléchir, d'analyser pour véritablement apporter des solutions en fonction des éléments qu'il avait et du niveau de maîtrise qu'il avait au moment où vous lui posez, au moment où vous l'interrogez. Alors après, c'est d'évaluer la maîtrise des compétences, puisque en première année, la maîtrise n'est pas celle de deuxième année. On a une démarche itérative dans laquelle on doit s'installer, c'est-à-dire que l'apprentissage, effectivement, et la maîtrise des compétences, notamment sur le numérique, elles doivent s'inscrire dans une démarche itérative où véritablement on doit la questionner régulièrement et qu'en fonction du niveau d'exigence défini, l'apprenant va progresser dans un processus d'apprentissage et lui permettre de fait de progresser dans ses apprentissages, dans la maîtrise de ses compétences. Alors, comment l'évaluer? Alors, je ne reviens pas, on en a parlé effectivement ce matin sur la praxéologie, bien sûr par le résultat et l'action qu'il a provoqué, mais surtout sur l'entretien d'explicitation. Et ce matin, les collègues Géraldine et Véronique ont largement développé cette notion. Donc on retrouve au niveau de la certification des blocs. Donc d'abord dans le premier bloc, le bloc 2, le premier bloc où on a des compétences spécifiques. Là, donc on va demander aux étudiants, en fait, aux candidats titulaires du diplôme, donc d'analyser les risques, l'ensemble des risques dans une entreprise. Et contrairement à ce qui se passait aujourd'hui avec la gestion du risque, on n'avait pas d'analyse des risques informatiques. J'en reviens, mais sur l'analyse des risques informatiques. Et donc là, par contre, les étudiants non seulement vont devoir analyser l'ensemble des risques de la société et les risques informatiques, mais peuvent aussi avoir un projet qui pourrait concerner les risques informatiques, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ce sera dépendant évidemment des étudiants et des entreprises dans lesquelles ils effectuent leur stage. Donc voilà pour l'analyse des risques informatiques. Et puis bon, pour la partie capacité candidat à accompagner le fonctionnement et le développement de la PME, l'outil informatique participe, l'outil numérique participe véritablement au développement, pas en qualité d'essentiel, mais de support effectivement à la mise en œuvre effectivement d'accompagnement au bon fonctionnement et au développement de la PME. Voilà ce que nous pouvions dire sur la partie numérique. Voilà, merci. Pour être très concret, parce qu'on nous demande de préparer des situations réelles sur lesquelles les étudiants vont travailler, et d'intégrer chaque fois l'outil numérique, le PGI, etc. Et moi, je me fais beaucoup de soucis, on travaille sur Cégide. Comment on va pouvoir paramétrer à chaque fois, créer des bases de données, etc. Est-ce que les éditeurs ont pensé à ces problématiques et vont nous proposer comme ça des outils directement exploitables? Parce que s'il faut, en plus de créer les cas, qu'on crée nos bases, qu'on les paramètre, etc., je ne sais pas comment on va faire. Et puis, on ne va pas changer à chaque fois. Par rapport au PGI, effectivement, vous avez raison. Il y a à la fois le PGI et ce qui nourrit le PGI, la base de données. Comment est-ce qu'on la crée, etc. Donc, avec le BTS CG qui a été rénové il y a 2 ans, 3 ans, il y a eu cette réflexion. Donc, les bases de données, elles existent. On a fait un inventaire des bases de données utilisables sous un PGI. Donc, on va diffuser le document sur le site du CRCF. Quand je dis on, c'est l'équipe du CRCF. Et vous verrez les usages auxquels ces bases sont plutôt dédiées. Voilà. Et ce qu'on est en train de faire, et Amaya va en parler aussi un petit peu, c'est de travailler sur la transférabilité d'une base pour que, si une base a été conçue sous un environnement
X qu'on puisse l'utiliser sous un autre environnement. Donc ça ne sera pas toujours possible pour toutes les bases, mais on essayera d'assurer cette... ou de modifier, enfin de vous donner les bases dans différents formats utilisables sous différents types de PGI. Donc 4 ont été présentés puisqu'on travaille avec ces 4 éditeurs qui sont RIPés effectivement, même si le label RIP aujourd'hui n'est plus tout à fait le même, mais globalement il y en a 4 éditeurs avec lesquels nous sommes en convention, et vous aurez la liste des bases et des usages auxquels on peut les dédier. L'autre partie de la question, c'est finalement, est-ce qu'on a besoin d'un si grand nombre de bases que ça? Alors, sur le BTS-CG, peut-être certains d'entre vous y enseignent, je crois que oui, mais les 2 ans, et sur CG, on est plus gourmand en PGI, en base de données, qu'on ne l'est ou qu'on le sera demain en gestion de la PME, et des équipes arrivent à fonctionner avec 4 bases sur l'ensemble de la progression. Donc les 4 bases CJ de BP ou d'Ivalto ou Odoo, on les a déjà. Ce qu'on préfère, c'est effectivement vous voir plutôt produire des contextes plutôt que de produire de la base de données. Voilà. Donc on a développé des ruses. Alors les bases, elles ne sont pas parfaites. Certaines vont être datées 2016, etc. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'il faut passer du temps à actualiser une base ou utiliser la base telle qu'elle est et plutôt passer son temps à une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire la conception du cas, mobilisant un PGI et mobilisant une base de données? Nous, on préfère effectivement que qu'on passe du temps à produire de la valeur ajoutée pédagogique plutôt qu'à être sur un travail rébarbatif de création d'une base de données. Et est-ce qu'une plateforme peut être envisagée pour mettre en ligne les contextes faits à gauche, à droite? Alors, la plateforme, ça me fait penser à une autre question. Il y a une académie Limoges qui est une petite académie. Au moment du BTS-CG, la question s'est posée, est-ce qu'on amène tous les établissements à acquérir un PGI? Est-ce que le conseil régional, etc. Donc, à Limoges, il y a un centre de ressources, un établissement qui est prestataire de services pour les autres établissements. Donc, c'est une première manière de penser l'organisation. Alors, c'est un choix de conseil régional que d'organiser ce travail autour du PGI pour mutualiser et de permettre aux établissements d'avoir accès à une prestation qui est à la fois sûre, peu coûteuse, fiable, etc. Enfin, fiable et sûre, c'est presque la même chose, mais en tout cas, voilà. Le deuxième aspect, c'est qu'on travaille aujourd'hui de plus en plus avec des solutions qui sont en web access. Donc, on a accès aujourd'hui à un nouvel éditeur. Donc, Olivier pourrait nous en parler, qui est un éditeur strasbourgeois, c'est ça, Idilis. Mais on paye un abonnement donc, annuel. Et dans l'abonnement, il y a l'accès au PGI, l'accès aux bases de données, et puis l'hébergement des bases de données sur un site, et avec un taux de garantie de la qualité de prestation de service qui est quand même plus élevé, enfin qui est très élevé, et qui évite à l'établissement d'avoir à supporter des coûts de maintenance, d'installation, etc. Bon. Donc, dans les différentes solutions, on n'est pas prescripteur, on travaille avec les 4 éditeurs et on essaye d'offrir une prestation, des prestations qui sont différentes, qui peuvent répondre aux différents besoins. Après, par rapport au cas, la question précise à ta question, on va terminer la journée en se disant, bon, ben, voilà, comment fait-on pour travailler ensemble, quoi. Donc l'idée, plutôt que d'inventer des cas chacun de son côté, c'est peut-être d'enclencher une action collective, d'inventer un travailler ensemble, pour finalement arriver à la fin de l'année scolaire ou au début de l'année prochaine scolaire en ayant des contextes que chaque académie aurait contribué à produire et qui seraient mis à disposition de tout le monde. Donc on l'avait fait pour SEO, pour les cas d'EDM. SEO aussi fonctionne sur ce principe-là, où des cas sont remontés. CG, ça a été fait aussi. Donc ça fait partie évidemment à la fois du processus d'appropriation d'un référentiel que de produire des ressources. Et puis c'est également dans le cadre de l'accompagnement un moyen de disposer d'un très grand nombre de ressources de qualité produites par chacune des académies, validées localement, peut-être validées aussi au niveau national si c'est nécessaire, et qui vont être mis à la disposition de l'ensemble des académies. Et puis nous, ce que l'on fait, c'est la mise en place de parcours magistères dont on vous parlera tout à l'heure. Donc 3 parcours magistères sur des points qui nous semblent essentiels, autour du numérique, autour de la communication, et autour des ressources humaines qui nécessitent, nous semble-t-il, un accompagnement un peu plus soutenu que sur d'autres points.
Voilà, mes plateformes, alors le CRCOM va jouer ce rôle, hein, ça sera vraisemblablement une des pistes de travail autour du CRCOM. En tout cas, c'est l'objectif d'un centre de ressources, à la fois de diffuser des ressources de référence conçues par les auteurs CRCOM, mais aussi sous forme d'ateliers, de permettre la mutualisation de cas, de bases de données, de contextes, etc.